Et bonjour à toutes et à tous. Nous voici réunis pour une session de 30 minutes IA et tourisme avec les inénarrables membres permanents de cette émission. Nicolas qui nous vient du Grand Est où il est directeur digital, Benoît le plus sudiste de nous tous, dit des réseaux. Et puis alors de l'autre côté de l'Atlantique, de l'autre côté de l'eau, Jean-Philippe, éco-récréo, entrepreneur en tourisme au Québec. Et puis Chloé Maître Reslan, avocate en droit du tourisme, qui nous fait le plaisir de participer à cette émission où son avis et son expertise sera utile. Parce qu'aujourd'hui, on va avoir un sujet vraiment assez passionnant. C'est Manus. Est-ce que vous en avez entendu parler? Si ce n'est pas le cas, ça va être le sujet central de cet épisode, puisque c'est un nouvel outil IA chinois qui vient de sortir et qui est assez stupéfiant dans son mode de fonctionnement. Donc Jean-Philippe va nous présenter cet outil. On va avoir quelques illustrations des possibilités énormes qui sont offertes par Manus, mais qui posent des questions aussi sur les données. Et là, on aura Chloé qui nous parlera des données sensibles qu'on a dans l'intelligence artificielle. Voilà pour le programme de ces 30 minutes où, promis, on tient le chrono tout à fait comme il faut. Et on va commencer, Jean-Philippe. Donc, Manus, fin mars, il y a cette start-up chinoise qui sort avec un outil, c'est un opérateur puissance 10. Exact. Donc, c'est dans toute la volée là, des agents IA, donc similaire à ce que Operator fait avec ChatGPT depuis quelques mois, similaire à ce que Claude avait fait également, où est-ce que on peut maintenant lui donner un objectif à atteindre et l'outil va prendre les moyens d'y arriver. Donc, on peut lui demander, je veux une liste d'influenceurs, par exemple, dans la région pour telle et telle catégorie, et il va aller sur Internet pour aller chercher les informations. Donc, je vais partager mon écran et vous présenter donc Manus. Donc, euh, il est encore pour le moment en accès limité, donc il faut être sur une liste d'attente avant d'y avoir accès. Mais il y a vraiment plusieurs mises en application que je pourrais vous montrer. J'en ai lancé un en ce moment pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, je lui ai demandé de me sortir, dans le fond, l'ensemble des écoles de la grande région de Montréal pour être capable et là, je vais ouvrir le prompt, là, mais d'avoir une liste d'écoles dans un chiffrier Excel avec plusieurs informations que je cherche à avoir. Le C'est-à-dire but étant exactement ce qu'on pourrait demander à un service de l'entreprise ou à un prestataire externe de dire, voilà, je veux trouver ça. Et donc, exactement. Et là, vous voyez, j'ai pas les mains, vous voyez mon écran, mais je n'ai pas les mains sur le clavier. Et là, ce qu'il fait, vous voyez à droite, dans le fond, l'ordinateur de Manus qui va chercher les informations pour collecter l'information. Et après ça, je lui demande de me le mettre dans un chiffrier Excel. Donc, il va prendre l'information, aller le mettre dans le chiffrier Excel pour me donner le résultat à la fin. Donc, c'est pas un service qui est comme dans ChatGPT où quand on pose une question, parfois on a une réponse qui est rapide. On est plus dans les modèles de réflexion par étapes similaires à ce qu'il peut y avoir, notamment avec Deep Research et les modèles de raisonnement dans ChatGPT. Donc, là, vous voyez, ce qui s'est fait, c'est au départ, et là, on peut voir là, son cheminement de pensée. Il se fait une liste de choses à faire. Et vous pouvez voir, là, ça fait déjà 5 minutes 40 qu'il est parti et qu'il commence la réflexion. Je peux même retourner en arrière. Là, vous voyez, il trouve des écoles, il me trouve les informations. Et au fur et à mesure, il va les ajouter dans ce chiffrier-là. Donc, d'ac- et en fait, l'écran à droite oui. permet de regarder en temps réel les tâches qu'est en train d'opérer l'ordinateur de Manus, quoi, en fait. Exactement. Donc là, vous voyez, ça, c'est toutes les recherches qu'il a fait, les pages qu'il est parti analyser. Donc, petit à petit, il est en train de construire sa liste en allant vraiment sur Internet pour trouver l'information. Donc, comment est-ce que ça peut vous aider? Ben, d'une multitude de façons. Comme Jean-Luc parlait tantôt, avant, on pouvait poser cette même question-là parfois à un stagiaire ou quelqu'un qui était là pour l'été. On voulait avoir ce genre de liste-là. Là, maintenant, vraiment, les outils d'IA nous permettent d'agir comme de façon indépendante.
Donc, pour vous donner quelques cas de figure, je lui avais demandé, donc, ici, de faire une analyse SEO pour Voile en Voile. Donc, bien rapidement, ce qui s'est fait, c'est qu'il est allé voir le site de Voile en Voile, il est allé prendre des informations, s'est fait un checklist et au final, est venu me donner un rapport qui ressemble à ceci, dans lequel là, il avait fait plusieurs analyses SEO et avec qu'est-ce qu'il y a à améliorer, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est un exemple. J'avais également besoin récemment d'avoir une liste d'influenceurs donc dans la grande région de Montréal pour tenter de les contacter. Donc, ce que je lui ai demandé, c'est fais-moi une liste en format Excel d'influenceurs dans ces catégories-là avec des informations sur le nombre d'abonnés, c'est quoi leur URL, c'est quoi leur handle sur les comptes de médias sociaux, pour être capable de les contacter. Et là, vous voyez qu'après avoir fait l'ensemble de ces tâches, et il y en a plusieurs, le résultat final, c'est un tableau synthèse qui ressemble à ceci, qui est une fiche, donc vraiment Excel, que je suis capable de télécharger, où j'ai le nom des influenceurs avec leur catégorie, le lieu, leur courriel quand ils étaient capables de le trouver. Donc, ça me fait vraiment un bel outil de recherche. Donc, ce que je vous dirais, c'est si vous avez la chance, allez vous mettre sur la liste d'attente dès maintenant. Vous devriez avoir accès d'ici peu et vous avez droit à un certain nombre de crédits. Et à chaque fois que vous faites des recherches, il va utiliser des crédits et l'utiliser. Donc, c'est intéressant parce qu'il est plus accessible en ce moment que Operator à 200 par mois avec le compte de ChatGPT. Et donc, vraiment, là, vous êtes capable de pouvoir tester les agents IA quand même assez simplement et facilement. Alors, Donc, voilà un petit ce que, survol. ouais. Ce que je lisais, c'est que l'architecture de Manus c'est une architecture multiple agents. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les ordinateurs de Manus sont finalement assez multiples. Et il y a des agents de planification, il y a des agents d'exécution et des agents de vérification. C'est pour ça que ce qui est assez intéressant, c'est que dans ton tableau, on disait vérifier, pas vérifier, etc. Et ce qui est quand même bien plus performant aujourd'hui que ce que faisait l'IA jusqu'à présent, parce on est peut-être plusieurs à essayer d'avoir fait comme ça, d'avoir des listings d'influenceurs ou de journalistes, etc. C'est pas forcément si performant. Là, on a l'impression qu'il y a quand même un bon travail multiple et l'architecture, du coup, est assez différente. Tout à fait. Puis j'ai eu la chance, Jean-Luc, de tester. Donc, j'ai testé plusieurs requêtes, tant sur Manus que sur ChatGPT Deep Research. En toute transparence, en ce moment, je vous dirais que j'ai des résultats similaires. Par moment, même, ChatGPT Deep Research m'a fourni plus d'informations. Donc, ça dépend. J'ai demandé notamment aussi de faire un rapport annuel en test. Là, j'avais pris des informations de Tourisme Montréal en prenant le rapport annuel de l'an dernier avec des informations. Et en termes de rédaction, le Deep Research de OpenAI était plus performant. Donc, j'avais plus un texte qui était naturel. Mais au niveau de l'accomplissement des tâches, je pense que Manus a un petit avantage en ce moment. D'accord. Est-ce que Nicolas, Benoît, vous avez testé Manus? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que ça dit de l'évolution un peu des outils d'intelligence artificielle? Ben, moi, je trouve que c'est exactement ce que tu viens de dire, Jean-Philippe. On retrouve quand même les modèles à raisonnement des autres IA et c'est assez proche, qui sont déjà dans un modèle où on les voit raisonner, hein. On a toujours la petite fenêtre, on les voit raisonner. Donc, on prend l'habitude maintenant de les j'ai fait ci, j'ai fait ça, attends, attends, je vais aller, tout comme ça. Bon, là, il le fait. Par contre, moi, je trouve il va un cran plus loin. Moi, j'ai juste. Alors, j'ai demandé une chose assez simple, je vais partager l'écran. Euh, hop. Je lui ai juste demandé à un moment donné, bah, généralement un itinéraire d'une journée pour visiter La Rochelle en famille, donc le truc un peu basique, quoi. En lui précisant quand même que je voulais voir des points d'intérêt touristiques et les restaurants pour déjeuner en famille avec ma fille qui adore les pâtes. Donc là, par contre, je voulais quand même que ça soit précis là-dessus. Et il m'a fait bah, une recherche assez calée qu'on peut retrouver aujourd'hui sur d'autres, une bonne journée à pratiquer sur d'autres solutions, ainsi de suite. Par contre, à la fin, il m'a quand même proposé quelque chose. Il m'a dit, est-ce que tu veux que je te génère un site web? Et là, hop, il m'a quand même... Ah, je vais y arriver. Petit Ouais, problème de c'est délicieux. souris.
Ah, non, je l'ai fermé. Un petit problème de. Voilà. Et là, juste ça, voilà, il me sort une page web directement à partir de ça. Et je trouvais que c'était assez intéressant. Moi, je lui ai demandé après aussi de faire un jeu de piste là ici. Et du jeu de piste, hop, il m'a sorti quand même plusieurs fichiers, tout ça. Et après, malheureusement, j'ai grillé toutes mes cartouches, c'est-à-dire que j'ai plus de crédit pour aller plus loin. Mais il m'avait quand même proposé de faire le site web, sachant que je lui avais demandé, par contre, dans le prompt et tout ça, de pouvoir l'utiliser sous format mobile et tout ça. Et après, là, il est rentré aussi dans une logique d'interaction, de qualification de la demande au départ aussi. Donc ça, c'est aussi assez intéressant, ce qu'on voit de plus en plus aussi avec les IA à raisonnement. Hein, la notion vraiment de qualifier la demande. Si vous n'arrivez pas bien à la qualifier, lui, il va vous demander les points clés, tout ça. Mais on le voit aussi sur les autres, hein, entre guillemets. Voilà. Voilà pour moi de mon côté. Sur sur cet exemple-là de la journée à La Rochelle, qui est en fait un peu ce que proposait aussi Operator, qui est de faire un itinéraire touristique. On est quand même aujourd'hui avec, même si ça édite directement le site internet, etc., vraiment en concurrence avec des solutions métiers de carnet de voyage, où nous, dans les offices de tourisme, on va chercher au sein de nos systèmes d'information touristique, etc. Si demain on imagine que le système vérifie, puisqu'on a des agents de vérification, on peut quand même imaginer que la façon de créer une information personnalisée pour un visiteur sera beaucoup plus simple directement avec un outil comme ça que par tous les outils métiers qu'on a développés jusqu'à présent. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Ouais, mais écoute, ça va être intéressant de voir l'évolution. Je pense qu'on va se retrouver avec des outils qui vont pouvoir être de plus en plus personnalisés. Puis, à l'épisode précédent, on parlait de la mémoire, donc de donner une mémoire à chacune des professions, chacun des métiers, avec des accomplissements, avec un agent, avec un but. Ben, c'est ça, hein. Quand on regarde les étapes, et sans vouloir être alarmiste, mais quand on regarde les étapes de l'intelligence artificielle qui avaient été établies il y a quelques années, notamment par OpenAI, une des dernières étapes, c'était que les agents allaient pouvoir se parler entre eux et que ça allait peut-être pouvoir remplacer justement des postes parce qu'ils vont pouvoir communiquer entre eux. Donc, les ventes vont pouvoir communiquer avec le service à la clientèle, avec la comptabilité et qu'au final, ça va être des agents IA qui vont parler entre eux, là. Mm. Sachant que ils créent leur propre langue quand ils commencent à parler entre eux. Ouais, ouais. Et donc, ce qui pose aussi un souci, là, sans faire peur, tout ça, mais de sécurité un peu pour la suite et tout ça, et que ça fait partie des enjeux de recherche en ce moment de comment on maîtrise aussi les langages entre les uns entre les autres. Ouais. Le monde parallèle, quoi. Il y a une très bonne interview d'Eric Schmidt là, qui est sortie il n'y a pas longtemps et qui, je vous invite à y regarder, qui fait une vision d'avenir sur l'IA qui est, je trouve, hyper pertinente. Voilà. Après, pour répondre à ta question, Jean-Luc, de toute manière, on va avoir de plus en plus d'outils qui se rapprochent les uns des autres et tout ça. Après, ça pose aussi la question tout simplement d'avoir son assistant personnel à qui tu parles. De toute manière, c'est déjà le cas et qui va te sortir ce genre d'éléments. Enfin, moi, par exemple, tu prenais mon exemple. Je pense qu'aujourd'hui, ouais, il te le sort. Par contre, ce que j'ai vu là dernièrement dans la semaine, c'est que moi, je faisais régulièrement des exemples. Je lui demandais, avec l'assistant personnel, fais-moi un itinéraire avec des photos à l'intérieur. Et de chaque fois que je suis allé dans une destination, tout ça, hop, je prenais l'exemple, je faisais mon itinéraire, tout ça. Et là, cette semaine, ce qui est assez marrant, enfin, je sais pas si c'est marrant, mais je lui ai demandé de me faire l'itinéraire avec les photos et impossible de récupérer un itinéraire avec des photos. Et à la fois sur ChatGPT et à la fois sur Gemini. Alors que c'est quand même à la base ce que je montre depuis plusieurs mois, vraiment comment déjà on peut avoir. Et là, je me suis dit, il y avait vraiment une évolution aussi, eux, dans leur. On sent que ça travaille derrière. Je trouvais vraiment que même la nature même des outils sur lesquels, notamment TripAdvisor, avec, il me semble, je sais plus lequel c'est, quelle solution c'est, qui mettait toujours TripAdvisor en avant. Donc on sent qu'il y a du partenariat, qui sont en train de retravailler véritablement la réponse client. Euh, je pense sûrement à cause de la dimension vocale.
et des assistants personnels. Enfin, ça, c'est qu'une interprétation personnelle, mais en tout cas, ça change. Voilà. Dans la semaine, ça a beaucoup changé, et pourtant, je suis revenu le lendemain, j'ai réessayé plein de trucs avec plein d'autres choses, et je bloquais, moi. Et juste, Jean-Luc, on va pas déborder, mais simplement, Benoît, pour revenir, quand tu parlais de créer des itinéraires avec des images, là, je veux juste vous montrer rapidement, en une seconde, un outil qui se retrouve d'ailleurs dans l'infolette IA Tourisme dans l'édition d'aujourd'hui. Mais il y a un outil qui s'appelle Wonderplan qui permet de créer des itinéraires comme ça avec des maps et avec notamment des images de chacun des endroits. Et vous êtes capable d'ajuster votre itinéraire et vraiment là, de créer ça de manière personnalisée. Donc, ça s'appelle wonderplan.ai. D'accord. Ok, ok. Et Jean-Philippe, tu peux réserver via cet outil ou ça permet juste d'éditer Je ne un crois pas que c'est itinéraire? possible encore de réserver pour le moment. Ok. Je crois que c'est dans les plans, mais je ne crois pas que c'est possible pour le moment de le faire. Parce qu'il y aura un sujet Ce sera réglementaire du l'étape coup. suivante. Ouais. Mm. Nico, toi, ton avis par rapport à Manus ou ton expérience aujourd'hui, avant qu'on passe aux questions un peu sensibles? J'ai une expérience pour l'instant un peu encore légère. J'ai fait quelques tests. Un test vraiment très technique, c'était pour des conseils pour une évolution justement de la newsletter IA Tech and Travel. Comment, voilà, par rapport aux outils. Je trouvais ça quand même vachement intéressant sur le résultat avec cette analyse que tu suis. Mais au-delà de ça, ouais, vraiment par rapport à ce qu'on peut avoir sur. En tout cas, moi, j'ai jamais eu ça sur un OpenAI en O1 ou en recherche approfondie. Il distribuait, on le voyait tout à l'heure avec Benoît, plusieurs documents. Vraiment, sur ces outils, il m'a fait un document spécifique pour la partie analyse des prix de chacun de ces outils, un spécifique sur l'angle SEO, la conclusion générale. Enfin, je trouvais qu'il y avait un côté très structuré Mhm. sur cet angle-là. Et là, les tests, c'était les derniers tests, mais j'ai pas pu aller au bout encore. C'était sur le côté client, se mettre du côté client pour chercher. On l'a vu un peu là quand on cherchait un parcours, mais là vraiment réservé 2 jours à Barcelone pour cet été au mois de juin. Comment il le fait? Ça rejoint ce que tu disais, Benoît. C'est toujours les mêmes questions de quel partenariat et comment demain émerger sur tous ces systèmes. Ils sont tellement d'ailleurs multiples, lequel va remporter la mise. Ça aussi, c'est une question à terme, lequel les gens vont aller plus dessus. La Manus, on est bien d'accord que là, pour l'instant, c'est quand même une niche. De toute façon, c'est sur invitation, sur attente. Mais là, j'ai vu qu'ils étaient avec Skyscanner pour trouver des vols. Mais et c'est vrai que tu parlais aussi, Chloé, la réservation finale. Mm. Pour l'instant, je crois qu'il Ouais. n'y a aucun outil, en effet, Qui le qui va au permet? bout. Mais ouais, enfin, bon, moi, je teste. J'avoue que je suis assez bluffé quand même à chaque fois. C'est vrai qu'après, pour terminer, globalement, entre des fois du O1 sur lequel aller, à part en mode test, je peux pas me dire, je vais vraiment sur celui-ci pour ce cas d'usage-là. Il faut tester. Je sais pas si vous arrivez à en ressortir un vraiment, à vous dire vraiment, je vais sur celui-là spécifiquement. C'est encore. Et encore, moi, je m'arrête sur ces deux-là et un petit peu de Perplexity qu'on n'a plus trop cité là, Ouais. mais que je continue d'utiliser. Ouais. Après, c'est les fonctionnalités, c'est quand tu croises des fonctionnalités. C'est-à-dire, par exemple, si tu veux de l'IA à raisonnement qui se connecte au web, c'est O3. D'accord? O1 ne peut pas le faire. Tu vois, donc il y a des choses comme ça, je trouve, c'est surtout l'association, qu'est-ce que tu peux ressortir. Voilà, ben, c'est vrai que j'ai encore du mal, moi, c'est pareil, à dire lequel est le plus vraiment adapté à ça. C'est pas évident, évident. Voilà. Il faudrait peut-être un moteur d'IA que tu pourrais interroger pour savoir quel est le moteur d'IA le plus adapté selon ce que tu veux faire, quoi, en fait. Parce que c'est vrai que ça commence à être un peu multiple, hein, ça va Ouais. sans doute se spécialiser. Alors là, Manus, moi, je suis assez bluffé par les différents métiers, la vérification aussi, etc. Mais quand j'ai regardé un peu d'où ça venait, parce qu'avec un nom latin, je me suis dit, ben, ça doit être italien, ou je ne sais. En fait, ça a été créé par une start-up qui s'appelle Monica et qui est chinoise. Donc, de suite, c'est comme DeepSeek, on dit ah ouais, c'est chinois, etc. Et donc, ça veut dire que tout ce qu'on va fournir à ce moteur va se retrouver comme OpenAI, ça se retrouve aux États-Unis, et là, ça se retrouve en Chine. Et d'où la deuxième question de cette émission, c'est le cadre de la protection des données. Quand je vais commencer voilà, quand je suis une start-up florissante qui va capitaliser comme la newsletter IA Travel Tech and Café et que je réfléchis à mon futur modèle économique,
est-ce que je ne vends pas finalement la poule aux œufs d'or, quoi, en fait, comme tu le fais, Nicolas, en laissant des données sensibles sur, voilà, quelle est la réalité, Chloé, et puis dans un deuxième temps, comment s'en protéger? Ok. Alors, vaste sujet, Jean-Luc, et sujet absolument clé et qui revient systématiquement quand on parle d'intelligence artificielle. Moi, je dirais que c'est peut-être le frein majeur à l'adoption de l'IA, en tout cas, qui me revient à moi en tant qu'avocate, hein, quand j'échange avec mes clients ou différents interlocuteurs. Il y a différents sujets sur la donnée. Premier sujet, en tout cas, quand on est en France, hein, désolé pour les auditeurs outre-Atlantique, quoique ça les concerne aussi si c'est des entreprises, c'est le RGPD. Le RGPD et les données confidentielles. Ça, c'est deux sujets différents, en fait, hein. Donc déjà, il faut comprendre que toutes les données dont on parle ne sont pas forcément des données personnelles protégées par le RGPD, mais en tant qu'entreprise soumise au RGPD, on ne peut pas, comme ça, fournir à l'IA et donc aux sociétés étrangères des données personnelles de ses clients, de ses salariés, euh, sans prendre un certain nombre de précautions. Déjà, il faut qu'ils y aient consenti, il faut que ce soit minime, il y a un principe de minimisation des données, donc on ne peut pas le faire si ce n'est pas strictement nécessaire. Il faut qu'ils puissent rectifier leurs données, enfin, il faut adapter à minima sa politique de confidentialité, et surtout, il faut s'assurer que les données sont transmises à des structures qui respectent elles-mêmes le RGPD. Donc, il y a un premier sujet, données personnelles. Pour rappel, les données personnelles, si jamais vous avez besoin d'un petit rappel, c'est les données qui permettent d'identifier les personnes physiques seules ou croisées. C'est-à-dire que un nom, un prénom, évidemment, ça permet d'identifier une personne physique, mais si je donne une adresse, une profession, potentiellement, j'identifie aussi une personne physique avec ces données-là en les croisant. Alors, Donc, Chloé, ça, si ouais. j'essaie d'interpréter ou de donner une illustration, dis-moi si je me trompe, je reçois 150 CV pour mon village vacances cet été, de saisonniers. Je dis, je vais faire ma grille de lecture et je mets l'ensemble des CV dans un moteur d'IA, quel qu'il soit. À ce moment-là, je suis pas sûr de respecter le RGPD. Alors, non seulement il n'y a pas de respect du RGPD, mais en plus, il n'y a pas de respect du règlement européen sur l'intelligence artificielle, puisque à partir du moment où ça concerne l'emploi, et donc notamment le tri de CV, c'est un système d'intelligence artificielle à haut risque, et donc il y a tout un tas d'obligations subséquentes dont on pourra reparler dans un prochain épisode. Mais en tout cas, ça ne se fait pas à la légère, ça c'est sûr. Et de manière générale, même si c'est pour répondre à des clients, optimiser un certain nombre de tâches en interne sans que ça touche à l'emploi, à l'évolution de carrière et donc ce soit finalement sensible et du haut risque, effectivement, il y a un sujet RGPD. Et donc, je dois vérifier à minima que le fournisseur IA respecte le RGPD. OpenAI ne respectait pas le RGPD, s'est fait sanctionner par l'équivalent de la CNIL italienne, notamment pour une mauvaise gestion de fuite de données. Euh, A priori, ils se sont mis en conformité, mais alors Manus, j'ai regardé là rapidement la politique de confidentialité, parce que Manus, j'ai découvert hier, hein, donc c'est assez récent pour moi aussi. Elle est quand même très légère, cette politique de confidentialité. La conformité RGPD, elle est pas acquise du tout. Donc on a déjà un premier sujet. Le deuxième sujet, quand on parle de données, ce sont les données dites confidentielles ou même sensibles, sans qu'elles soient confidentielles au sens juridique, c'est-à-dire toutes les données de l'entreprise qui peuvent être sensibles, stratégiques et qui effectivement vont se retrouver fournies à Manus, à OpenAI et qui vont être conservées, qui vont ou non nourrir l'algorithme en données d'entraînement. Donc déjà, ça, c'est le premier point à regarder. Est-ce qu'on est d'accord pour ça ou pas? Généralement, la réponse est non. Donc, quand on est sur le... Alors, ChatGPT gratuit, on peut faire un opt-out, hein. On peut opt-out et demander à ce que les données ne servent pas en données d'entraînement, mais c'est quand même précoché et beaucoup l'ignorent. Normalement, quand c'est payant, c'est pas censé servir aux données d'entraînement, donc ça, c'est un premier point. Manus, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez pu regarder. De toute façon, il faut lire, hein. Sachant que je trouve que parfois les textes sont contradictoires. C'est-à-dire que ChatGPT, si on lui pose la question ou on regarde sa politique de confidentialité, on va dire, moi, les données d'entraînement, je ne me sers pas des données, je ne les utilise pas en données d'entraînement. Et pourtant, quand on va voir
les textes en anglais, d'ailleurs pas en français, spécifiques aux données d'entraînement quand on veut opt-out, là, il nous dit bien qu'il les utilise en données d'entraînement. Donc, c'est pas toujours très cohérent, il faut vraiment tout lire, donc il faut se méfier. Manus, évidemment, je m'en méfierais d'autant plus. Et le troisième sujet, c'est que, alors, aux États-Unis, même si je fais pas de droit US, mais il y a des textes, notamment le Patriot Act ou le Cloud Act, qui permettent, dans certaines circonstances, à l'administration ou à certaines institutions d'accéder aux données d'entreprises américaines et donc, on n'a pas vraiment la main en tant que société européenne, canadienne, sur ce qui va être ce à quoi on va accéder là-bas. Donc, c'est quand même un risque qu'on ne peut pas négliger. Et alors, en Chine, je ne connais pas bien le droit chinois, vous non plus. Et je pense que peu de nos auditeurs connaissent le droit chinois. Mais on peut quand même légitimement s'en méfier, a priori, hein, puisque on sait qu'il y a un certain nombre de pratiques locales qui sont illicites chez nous. Si je reprends le règlement européen sur l'IA, typiquement la notation sociale, ça fait partie des pratiques interdites d'IA qui sont tout à fait autorisées sur place. Donc évidemment, on se méfie. La conclusion, c'est que euh, on ne rentre pas n'importe quoi comme données, hein, on fait attention. Donc, idéalement, on anonymise un maximum de choses. On peut tout à fait imaginer prendre un bilan, l'anonymiser et demander une lecture du bilan. Je veux dire, il faut juste essayer de faire ce travail préalable, enfin pas essayer, il faut le faire en fait, hein, d'anonymisation au maximum. Nous, c'est quelque chose qu'on fait au cabinet. En plus, on a le secret professionnel, donc clairement, il n'y a rien qui n'est pas anonymisé quand on Pour utilise l'intelligence. anonymiser, tu te sers de ChatGPT parce que ça va vite comme ça. J'allais dire, je pense qu'on pourrait payer très très cher, les avocats paieraient très très cher pour une solution d'anonymisation sûre, validée par l'ordre des avocats, rapide, parce qu'évidemment, ça prend du temps. Donc, on doit toujours nous faire le bénéfice-risque de utiliser ChatGPT, par exemple, ou autre fournisseur d'IA, et anonymiser, quel temps gagner véritablement, parce qu'on anonymise tout. Mais ça, c'est un premier point, c'est-à-dire les données sensibles, bah, on ne les fournit pas. Parce que de toute façon, on ne peut jamais totalement se prémunir contre une fuite de données, hein. C'est arrivé, ça peut arriver à nouveau. Et idéalement, on se dirige plutôt vers des outils conformes RGPD, déjà dans un premier temps, et qui s'engagent à ne pas utiliser les données pour entraîner l'algorithme. C'est quand même bien mieux. Et encore une fois, on l'a déjà dit dans un précédent épisode, mais on essaye aussi d'avoir une charte ou en tout cas une politique globale de la société pour former les salariés, former l'ensemble du personnel aux bonnes pratiques et surtout, éviter que chacun utilise l'IA dans son coin et fournisse des données sensibles. Parce que statistiquement, je pense que c'est vraiment comme ça que ça se passe, quoi. Hmm. Alors, ce qui m'étonne, c'est pourquoi on n'a pas encore, ou pourquoi c'est pas plus développé, le fait d'avoir des IA qui soient stockées sur un serveur local. C'était l'idée de DeepSeek, si j'avais bien compris, où on pouvait avoir, je crois que c'est 12 gigas, et où on peut stocker sur un ordinateur local l'ensemble du LLM, du large modèle de langage avec l'apprentissage, et qui continue à apprendre grâce aux données finalement de Fourni. l'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose dont on sent que ça va progresser ou il doit y avoir des entreprises qui réfléchissent à ça, non? Ouais, je pense que ça va progresser. Évidemment, juridiquement, c'est la meilleure stratégie à adopter. Après, c'est difficile de la recommander à grande échelle parce que enfin, moi, ce que je comprends, c'est que ça a quand même un coût important. Ne serait-ce que déjà, il faut avoir la donnée suffisante et puis peut-être aussi quand même le personnel formé ou quelqu'un qui est dédié à ça. Enfin, c'est un projet qui est assez important. Peut-être vous êtes plus expert que moi, messieurs, donc à vous de me dire si c'est si simple que ça ou pas. En tout cas, Mais si Ça ça existe. l'est, il faut le faire. ça l'est simple d'avoir un modèle sur son ordinateur. L'enjeu en ce moment, c'est ça prend vraiment des ordinateurs très performants. Donc, Ok. moi, j'en ai sur mon ordinateur et je ne suis pas capable de rouler les meilleurs modèles. Donc, ceux que je suis capable de rouler sont vraiment avec quelques milliards de paramètres, donc beaucoup moins grands que ce qu'on voit normalement. Et il y a quand même
toute une différence en termes de qualité Et ouais. du output versus d'autres qu'on peut avoir. Puis il y a pas les mêmes fonctionnalités et tout, mais pour vous donner un exemple, il y en a un qui s'appelle Yann, et là, je vais partager mon écran l'espace d'un instant. Mais vous êtes capable donc de l'avoir vraiment dans votre système ici et vous êtes capable, vous voyez ici, d'aller rouler différents modèles. Donc, on pourrait aller chercher l'AMA 3.2 par exemple, les modèles chinois, il va y avoir les autres Lama qui vont sortir là. Regardez, même Mistral est ici, vous voyez, Mistral Mm. à 7 milliards de paramètres est disponible, donc je serais capable de le rouler, de le downloader, de le rouler sur mon ordinateur. Euh, D'accord. mais Ouais, donc c'est possible avec des outils comme ça, là. C'est aussi simple que de l'installer sur son ordinateur. Donc, il y a Yann et Olama, Ouais, donc haut la main, ouais. Olama, que vous êtes Mm. capable d'avoir et vous pouvez downloader les modèles sur vos ordinateurs. Oui, mais D'accord. il faut distinguer deux choses là-dessus. Il faut distinguer l'ordinateur un peu individuel. C'est-à-dire que là, tu en parles, tout ça, c'est un ordinateur individuel, donc là, tu es limité. D'accord? Tout à Justement, fait. nous, on a fait pas mal de tests aussi dans des réseaux là-dessus. Et bon, il te faut un top ordinateur, enfin, il faut top ordinateur, enfin, ça va plutôt tourner autour des 3 000 € tout ça, pour avoir un modèle à minima sur lequel, justement, tu n'as pas les fonctionnalités, tu peux pas aller trop loin, mais tu peux faire déjà des petites choses. Maintenant, après, Hop, on a perdu. Ah. Ah, mais on l'a perdu. Ouais, il avait un, Et ouais, alors que moi, j'étais pendue Technologie. à ses lèvres, hein, On il tourne comprend que pas, ouais. comme il n'a pas Internet, il vaut mieux qu'il installe directement Ouais, exact. le modèle sur son ordinateur. Non, mais c'est évident que d'après moi, on en est au début là aussi de ces modèles Ouais. possibles Ouais, à installer sur les ordinateurs. Mais ça va être une réponse notamment pour tous les travaux d'assistance de type fais-moi une liste, écris, reprends ce modèle, etc. Je pense que c'est quelque chose qui va se développer et qui va quand même faciliter la vie de pas mal d'entreprises, quoi, en fait. Ouais. Ça, Mm. c'est évident. Mais parce que le pendant des hauts la main, après, c'est la version où tu l'installes sur ton propre serveur, mais avec pareil, c'est ce que tu disais, je crois, Chloé, en termes de coût, en termes de qui est capable de faire ça, mais où tu installes ces modèles-là sur des serveurs à toi, avec tes données, et où tu peux te dire que je suis dans un environnement plus protégé. Moi, c'est des choses qui ressortent de plus en plus, hein. Ces questions-là, C'est où sûr. sont mes données? Est-ce que je peux être dans un environnement vraiment sûr? Est-ce que moi, je trouve presque, il n'y a pas une semaine où, quand on me parle de l'IA et de l'installer dans un acteur public, la question, elle devient centrale. Ouais, mais donc du coup, il faudrait vraiment Ok. réussir à déterminer le coût et ce que c'est capable de faire et voilà, et de comparer le coût pas seulement d'installation, quoi, mais derrière d'entraînement, d'utilisation, de formation Ouais, des équipes et éventuellement. clairement, enfin, sans faire offense à personne, je pense qu'un office de tourisme, même potentiellement un département, voire des régions, en fonction des budgets des uns des autres, pourront pas se permettre C'est ça. de faire pourront pas se permettre. En tout cas, installer ça au niveau des offices, enfin là, Jean-Luc, tu en côtoies peut-être plus régulièrement encore. Je pense pas que ça soit apporté. Ah non. Non, mais peut-être aussi que demain et dans l'avenir, on aura des modèles beaucoup plus souples, beaucoup moins énergivores, etc., qui vont me permettre de faire des opérations courantes, non reliées forcément au web, mais je pense que Mm. c'est quelque chose qui peut exister. Ok, on va pas attendre Benoît parce que ça Ah fait... tiens, Ah bah, le ben voilà. voilà, il arrive juste pour la conclusion. On était juste en train de finir notre émission, Benoît. Euh, donc, Revenu pour rien. Revenu pour rien. C'est ça. voilà. Merci à tous pour cet échange autour de Manus et merci pour cette participation. Merci Chloé, à très bientôt. À Merci à vous. bientôt. Et à bientôt.